Moutard, bienvenue dans notre rubrique Face aux politiques. Aujourd'hui, nous sommes présents en Amboise sur les ports de Loire dans le cadre des élections du 11 juin. Bienvenue sur TV Touraine. Merci beaucoup. Particularité de notre interview aujourd'hui, c'est les Amboisiens qui vous posent des questions. On leur a proposé sur notre site internet de vous poser des questions. Du coup, toutes les questions seront des questions des Amboisiens. Avec grand plaisir, je répondrai à toutes les questions. Voilà. Pensez-vous améliorer l'entretien des espaces verts hors centre-ville, car beaucoup ne sont pas régulièrement entretenus dans certains quartiers? Alors, il faut bien comprendre que l'entretien des espaces verts augmente d'année en année. Donc cette année, nous avons fait le choix, entre autres, mais aussi pour répondre à un certain nombre de textes de loi, de planifier un peu plus. La nature est ainsi faite, il a beaucoup plu, tout a poussé en même temps. Nous ne pouvons pas tout entretenir en quelques jours. Mais le fauchage doit se faire de plus en plus tardivement. Je rappelle que par exemple en Angleterre, on ne fait plus de fauchage au mois de mai pour maintenir la biodiversité. Cependant, un certain nombre de choses ont déjà été faites qu'il faut améliorer. L'amélioration se fera en coupant la ville par quartier et en l'entretenant de façon programmée, mais pas uniquement sur la partie espace vert, sur la partie aussi des trottoirs, de la voirie et de l'éclairage public. Pensez-vous limiter les achats des maisons et appartements qui sont transformés en location Airbnb, car cela fait augmenter les loyers et les Amboisiens ne trouvent plus de logement? Alors c'est un constat que nous faisons dans toutes les villes touristiques. Pour avoir pris contact avec un certain nombre de collègues maires de villes comme Sarlat, comme Biarritz, comme d'autres villes qui connaissent la même expansion touristique que nous, effectivement, 3 choses sont prévues. Premièrement, le permis de louer. Deuxième, c'est-à-dire d'avoir une autorisation des autorités locales pour pouvoir mettre en location son appartement. Salubrité, si l'appartement est en bon état, les conditions de location et surtout, je dirais, son accessibilité. On voit dans le cœur de ville des petits appartements loués très chers et dans lesquels vous avez un escalier où vous ne pouvez même pas monter un canapé. Deuxièmement, il y a un sujet sur les chambres d'hôtes et Airbnb dont il faut faire la différence. Le texte de loi, un nouveau texte de loi est aujourd'hui en discussion au Sénat sur l'autorisation de 60 jours d'ouverture d'une partie de sa maison en chambre d'hôte. Le vrai sujet qui se pose, ce sont des gens extérieurs à la ville qui viennent acheter des maisons et qui les mettent en Airbnb ou en chambre d'hôte. Sur ce sujet-là, il y a effectivement un texte qui nous autorise à imposer à ce que ce soit un habitant de la ville qui achète pour mettre une exploitation à caractère touristique, mais pas les personnes extérieures. Ces 3 mesures sont en train d'être préparées et pourront se mettre en place rapidement en concertation avec les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Puisqu'il ne faudrait pas que d'un autre côté, on freine trop la capacité à Amboise de pouvoir accueillir des personnes qui viennent visiter notre secteur, puisque c'est de l'économie. Le tourisme, ça n'est pas que du loisir, c'est avant tout une économie. Vous avez mis sous la première partie de votre mandature en place l'éclairage public éteint à 23h. Oui. Allez-vous revenir sur cette mesure et l'adapter vraiment aux besoins des Amboisiens qui travaillent jusqu'à 23h, entre autres pour les personnes de l'hôtellerie ou les personnes qui travaillent en usine? Alors, 2 sujets. Nous avons choisi 23h, 5h en fonction des horaires de train. C'est-à-dire que l'accès à la gare puisse être continuellement protégé par au moins de l'éclairage public. Nous avons dit que nous faisions cette première étape. Nous allons, bien sûr, puisque ça ne fait que quelques mois, c'est depuis le mois d'octobre, au bout d'1 an, nous ferons le diagnostic de comment ça s'est passé et peut-être que certaines parties devront être vues sur les horaires. Je tiens à rappeler que quand nous avons fait l'éclairage public éteint la nuit, nous avons remis toutes les horloges, alors qu'il y avait des horloges qui avaient plus de 40 ans et qui étaient dirigées par un Minitel, dont on ne trouvait plus de Minitel d'ailleurs. Nous avons remplacé toutes ces horloges. D'un côté, il faut regarder le prix de l'énergie, de l'autre côté, les conditions de sécurité et de confort de nos habitants. Oui, au bout d'1 an, on fera le diagnostic et on regardera qu'est-ce qui peut être amélioré. Et est-ce qu'au cours de votre prochain mandat, si vous êtes élu, allez-vous améliorer le système d'éclairage public qui est un peu vieillissant sur la commune, avec des systèmes d'éclairage intelligents qui s'allument quand les gens passent?
ou sur les panneaux solaires? C'est déjà le cas. Nous avons lancé les premières opérations avec la détection de l'éclairage public en fonction du passage. À Place du Marché, c'est déjà le cas. Mais sur des quartiers qui sont peut-être moins fréquentés, oui, il a été mis à l'étude déjà sur certains quartiers la mise en place de détecteurs pour que l'éclairage public ne s'allume qu'en cas de passage. Deuxième chose, sur les panneaux photovoltaïques. Il faut faire très attention, un certain nombre de communes l'ont déjà fait, mais là, il faut qu'on soit très prudent, c'est-à-dire que ce sont des engagements financiers très forts qu'il faut sur lesquels il faut pouvoir intervenir et que nous ayons la maîtrise justement de ce mobilier urbain. Oui, il y aura sur certains quartiers du panneau photovoltaïque beaucoup plus facilement mis en place qu'il ne l'a été jusqu'à aujourd'hui. Une de nos viewers nous demande, est-ce que c'est pas possible de mettre un éclairage continu sur les passages piétons? Alors justement, sur les passages pour piétons, comme cela a déjà été fait, ce sont des éclairages avec des panneaux photovoltaïques. Effectivement, la réflexion est en train de se porter sur les passages pour piétons ou les endroits un peu plus dangereux, d'avoir de l'éclairage continu, mais effectivement dont la source d'énergie serait le photovoltaïque. Je rappelle que pour une grande partie de notre ville, nous sommes en secteur protégé, secteur sauvegardé. Donc toutes ces décisions seront contraintes à l'architecte des bâtiments de France. Est-ce que vous avez prévu de développer les loisirs pour les jeunes, entre autres pour les quartiers qui n'ont pas, des city-stades ou des espaces de boulodrome? Alors, nous ne partons pas de rien puisque déjà la Sapinière a été entièrement réaménagée avec un city-stade. Le terrain de football de la Verrerie a été entièrement refait. Il y a déjà un city-stade et nous avons fait restaurer les terrains de boules. Sur la Sapinière, on a rajouté 2 terrains de boules. Il y a d'autres endroits sur lesquels il faudra envisager effectivement des installations sportives. Bien sûr, je pense en particulier peut-être le quartier de la Grille Dorée et de la Varenne sous Chandon, sur lequel nous avons déjà à la Varenne rajouté des éléments de sport, un parcours sportif. Voilà, il y a sans doute encore des choses à faire. N'oublions pas non plus que nous avons très peu d'espaces publics dans certains quartiers et qu'il faudra trouver ces espaces pour pouvoir installer ce genre de parcours sportif ou de jeux pour les jeunes. Pensez-vous apporter une amélioration ou un changement au niveau de la piste cyclable qui traverse le pont? Envisagez-vous d'autres méthodes moins dangereuses pour pouvoir traverser la Loire à vélo et à pied? Alors, je rappelle que la piste cyclable sur la Loire ne débouche pas sur une piste cyclable en amont et en aval de cette piste cyclable. Si je parlais du quartier de la gare et d'un autre côté du centre-ville. Donc cette piste cyclable, oui, elle est dangereuse. Je lancerai très prochainement l'étude de la faisabilité d'un encorbellement du pont. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, si vous prenez un trottoir, vous aurez quand même des piétons. Donc ce qu'il faut, c'est élargir le pont. C'est un gros chantier, c'est un chantier sur lequel il faudra aller chercher des fonds, entre autres européens, mais l'étude sera lancée très prochainement. On revient sur la jeunesse, entre autres sur le quartier Bel Air, Le Breuil et la Guillonnière. Les habitants se plaignent qu'il n'y a pas assez d'activités ou de structures pour les jeunes. Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Alors vous savez, il faut faire très attention. Vous avez plusieurs points de vue. Vous avez déjà une association qui s'est créée pour éviter la construction et à la fois qui veut de la tranquillité. Donc nous sommes toujours entre les personnes qui demandent plus de services publics et puis des personnes qui nous disent arrêtez la construction. Sur tous les grands espaces de construction, comme nous le lançons, j'ai demandé l'étude depuis quelques mois, elle arrivera au mois de septembre sur le bureau du maire, de l'étude de la mise en place d'une zone d'aménagement concerté sur le Grand Malpogne. Et bien sur Bel Air, il faudra faire exactement la même chose, de voir comment on aménage ce quartier en plan de circulation, en plan d'habitat et en service public. On reste dans la jeunesse. Beaucoup de nos abonnés ont un problème de garde quand ils travaillent pour faire garder leurs enfants. Manque de place en crèche. Pensez-vous trouver des solutions? Mais bien sûr, là encore une fois, quand je suis arrivé aux affaires, il y avait sur notre territoire 90 places de crèche pour l'entièreté du bassin. Mais à la fois que ce soit des crèches ou des accueils de loisirs sans hébergement.
La période de la Covid a fait que beaucoup d'assistantes maternelles ont arrêté leur travail. La collectivité ne peut pas en quelques semaines pallier à ces difficultés. Premier chantier, le chantier de la restauration de Boutsou à Meletren. Nous allons faire un chantier important. Nous allons ouvrir plus de places, je l'espère, à Nazelles-Négron, et des projets de crèches privées sont en train d'émerger sur le territoire. La collectivité seule ne pourra pas assumer toutes ces demandes. Sur la deuxième partie pour les accueils de loisirs, j'ai ouvert un accueil de loisirs supplémentaire qui est aujourd'hui à Jules Ferry. Il faut là encore une fois que l'on travaille avec d'autres opérateurs sur le territoire, que ce soit associatif ou privé, pour offrir des modes de garde pour les plus jeunes, pour que les parents puissent aller travailler. Pensez-vous dynamiser le quartier Saint-Denis? Dynamiser le quartier Saint-Denis. Le quartier Saint-Denis est un quartier à la fois... je pense qu'il faut consulter les habitants. Et nous l'avons fait sur le quartier, sur différents quartiers. Vous avez des gens qui veulent du calme, qui ne veulent pas obligatoirement que tout soit dynamisé. Maintenant, sur le projet dont nous avons eu les études de l'ADAC, l'Agence départementale d'aide aux communes, c'est le parvis de Saint-Denis, la place Saint-Denis, la rue nationale et ses rues adjacentes. C'est un énorme chantier qui va coûter très cher. Donc plutôt que de faire des annonces en disant nous allons faire, je rappelle que nous sommes sur des élections partielles de 3 ans, que des projets ont déjà été largement lancés et que sur ces 3 années, il faut que ces projets puissent aboutir. Je pense entre autres aux freins qui ont été apportés sur la rue Victor Hugo. Tous ces projets-là peuvent voir le jour, les dossiers sont prêts. Maintenant, il faut qu'il y ait une majorité claire pour continuer sur ces projets. Les habitants de la commune se sentent de plus en plus en insécurité au vu des évolutions des cambriolages, dégradations et autres. Quelles sont vos propositions pour lutter contre toutes ces incivilités? Alors, les incivilités, vous savez, la ville ne peut pas répondre à tout. Je lancerai très prochainement, si je suis réélu, un plan de vidéoprotection. Tout a été préparé, il est déjà inscrit dans le budget, 40 000 € pour une première étape. Deuxièmement, les cambriolages, les dégradations n'ont pas plus augmenté sur notre ville que sur les 20 dernières années. Elles n'ont quasiment pas augmenté. Je dirais peut-être qu'aujourd'hui on se focalise plus dessus, mais en tout cas, j'ai un contact avec la gendarmerie excellent. Il faut renforcer la coopération entre la gendarmerie et la police municipale sur les échanges d'informations. Il y a une convention il y a quelques années qui a été signée entre la ville d'Amboise et la gendarmerie. Elle n'a jamais été mise en application. Là, elle va être signée, elle sera mise en application. Est-ce que vous allez faire le pari, comme d'autres communes de même importance qu'Amboise, de renforcer les équipes de la police municipale? Là encore une fois, sur les effectifs, j'hérite d'une situation avec des agents qui sont en arrêt maladie longue durée. J'ai fait en sorte que ceux qui n'étaient pas en arrêt maladie longue durée, s'ils étaient absents depuis plus d'1 an, face à leur médecin conseil, puissent passer en longue maladie. Je ne remets pas en cause leur maladie, je pense simplement pour un simple principe, c'est que nous sommes plus à la charge de payer les salaires quand ils sont en longue maladie. Oui, il sera renforcé entre autres sur la partie ce qu'on appelle les ASVP, les agents de sécurité sur la voie publique, pour que les policiers municipaux aient vraiment leur rôle de police municipale et ne fassent pas du contrôle de stationnement. Pensez-vous rendre le stationnement gratuit pour tous les Amboisiens? Alors, d'un côté, nous avons déjà mis en place le forfait de 2 heures gratuites, de 9 h à 11 h et de 15 h à 17 h. Le programme de stationnement, c'est de revoir les espaces de stationnement dans la ville. Je tiens à rappeler, entre autres, que la place du marché est gratuite. Là, s'il y arrivait à un moment donné où on renforce les espaces payants, il y aurait le forfait habitant, c'est-à-dire au moindre coût, puisqu'un habitant n'a pas à payer le stationnement au même prix qu'un touriste, puisque l'habitant paye ses impôts. Donc ce programme-là, encore une fois, nous y travaillons depuis 2 ans. Ça n'est pas simple à mettre en place, ça ne se fait pas en claquement de doigts, puisque comment distinguer l'habitant du reste des autres personnes qui viennent stationner? Les dispositifs sur le forfait de 2 heures gratuites est déjà en place. Il faut agrémenter un peu plus, mais peut-être avoir
plus d'espace payant pour compenser. Je rappelle que ce sont des recettes pour la ville, pour compenser ces pertes. Donc il faudra que les touristes aient plus d'espace payant sur le cœur de ville. Prévoyez-vous dans votre futur budget un budget pour la restauration des bâtiments, type les églises qui sont en charge de la mairie? Alors, ce projet, je suis le premier maire à avoir fait déjà un diagnostic sur toutes nos églises. Notre-Dame du Bout des Ponts, la chapelle Saint-Jean, l'église Saint-Denis et Saint-Florentin. Sur Saint-Florentin, la toiture vient d'être réparée, l'éclairage à l'intérieur a été refait. Sur Saint-Denis, nous allons démonter les huisseries qui en fait cachent derrière. Il y a un plan. Je rappelle que ces bâtiments sont des bâtiments historiques, donc sous contrôle d'un architecte des monuments historiques, ainsi que de l'architecte des bâtiments de France. Le programme de diagnostic a été entièrement fait. Il faut maintenant trouver les finances pour pouvoir agrémenter. Mais ce ne sont pas les seuls bâtiments dans la ville qui demandent des restaurations. Il y en a, le diagnostic sur les infrastructures sportives est catastrophique. Catastrophique. Sur l'hôtel de ville, il y a l'électricité et toutes ces choses qui doivent être entièrement refaites parce qu'aujourd'hui, on met tous ces bâtiments en insécurité. Vous évoquez la situation des bâtiments sportifs. On a des joueurs qui font partie de différents clubs amboisiens. Ils s'inquiètent réellement sur leur avenir de leur club avec l'incapacité de pouvoir utiliser les bâtiments. Pouvez-vous les rassurer pour les années à venir? Je tiendrai à rappeler à chacun que je ne suis maire que depuis 3 ans et que nous avons commencé notre mandat dans une période de crise sanitaire, puis suivie d'une crise économique sur le pouvoir d'achat. Les coûts ont explosé, pour les villes aussi, comme pour les habitants, comme pour nous tous. Donc, qu'il y ait un programme, oui. Maintenant, il fallait faire le diagnostic, nous l'avons fait, et il faut regarder ce que nous pouvons faire. Nous ne mettrons pas en danger les clubs. Je l'ai fait pour le basket, en faisant un contrat avec le maire de Possé. C'est nous qui payons la location du gymnase de Possé pour le basket aujourd'hui. Nous avons été là pour répondre. Deuxièmement, sur les autres clubs, il faut regarder quels sont les besoins des clubs, les besoins des infrastructures sportives pour les écoles, collèges, lycées, et pour les compétitions. Donc quand on se mettra autour de la table au mois de septembre, puis octobre avec les financeurs, eh bien là, on décidera ce qu'il faut pour une ville comme Amboise. Encore une fois, c'est un énorme chantier. Quand vous héritez d'une situation qui est catastrophique, je veux bien qu'on mette la responsabilité sur le maire actuel, sauf que moi, j'ai pris toutes mes responsabilités, mais je ne peux pas pallier à ce qui n'a pas été fait pendant des années. On va revenir sur le développement loisirs sportifs. Avez-vous des projets sur le long terme sur l'île d'Or pour la remettre au cœur de la ville comme cela était à une époque? Là encore une fois, dans le budget de cette année, l'étude sur l'aménagement de l'île d'Or est budgétisée. En septembre, un cabinet sera choisi pour justement mettre en place une étude autour de l'île d'Or. Il y en a eu beaucoup de faites des études sur l'île d'Or. La dernière engageait un chantier à 6 500 000 €. C'est énorme. Nous avons déjà reçu les services de l'État et l'architecte des bâtiments de France. Le projet tournerait autour d'un projet d'1 500 000 € pour laisser cette île la plus naturelle possible, mais en l'aménageant pour du loisir familial et sportif. En termes d'aménagement, nous avons la Boîtardière qui est censée se développer. Quelle est votre position par rapport à ce développement? Mon position, il a été très clair depuis le début du mandat. À chaque fois que nous vendions un terrain, on creusait le déficit du budget de la communauté de communes. Et ce n'est pas la fiscalité qui a donné une dynamique à la communauté de communes. Il y a eu la crise économique, la crise sanitaire, il y a eu un ralentissement très fort de la fiscalité. Et plus on vendait de terrain, plus on s'endettait. C'est pour ça que nous avons mis en place une concession d'aménagement. Et dans cette concession d'aménagement, il y aura un aménagement raisonné de cette Boîtardière, sans pour autant arriver à faire une expansion commerciale qui viendrait tuer le centre-ville, comme on le voit déjà aujourd'hui, ou qui viendrait apporter un service nouveau qui ne correspond pas à notre bassin de vie. Donc ce sont des sujets que nous avons mis sur la table, on fait une concession d'aménagement. Le choix sera fait dans les semaines qui viennent de l'aménageur, avec un cahier des charges respectant l'environnement, respectant notre bassin économique et surtout respectant un plan de circulation pour que
la Boîtardière ne devienne pas un nouveau centre à bouchons. On parle de plans de circulation. Avez-vous prévu des pistes cyclables pour accéder à la Boîtardière et aux différentes zones d'Amboise, entre autres la cité scolaire, est sécurisée pour les enfants? La mobilité a été au cœur de nos préoccupations depuis le début. Sur la communauté de communes, et je rappelle que la mobilité est une compétence de la région, que l'aménagement des voiries est une compétence communale, intercommunale, départementale pour le tourisme avec la région. Donc oui, il y a des réflexions. La première, ça a été de tester, de mettre certaines rues en sens unique. Ça ne fait jamais plaisir, mais on se rendait compte que ces rues étaient très accidentogènes. Pour l'accès à la Boîtardière, oui, un aménagement par la rue Léonard Perrault. J'avais proposé à l'ancien conseil municipal un aménagement sur la rue Augustin-Thierry. On m'a dit que c'était inutile parce qu'il ne passait personne. Donc moi, je persiste et signe qu'il faut aménager ces rues, les sécuriser. Et puis en cœur de ville, bien regarder là où on laisse la voiture, là où on met plus de vélos, là où on met plus de piétons. Mais ça n'est pas en montant les uns contre les autres qu'on trouvera des solutions. Il faut trouver quelque chose de beaucoup plus coordonné. C'est pour ça que nous avons déjà répondu, entre autres, au souhait du collectif Cycliste 37 sur l'aménagement du pont et du radar pédagogique. Vous avez mis en place un système de bus, on va dire, un peu dégradé pour le bus urbain. Si vous êtes réélu, qu'est-ce que vous allez remettre en place au niveau de ce transport qui est un véritable besoin pour les Amboisiens? Je déteste le mensonge. Et depuis quelque temps, on fait circuler que des mensonges. La société qui s'occupait du bus ne peut pas recruter de chauffeur, n'arrive pas à trouver de chauffeur. Elle avait un contrat avec la ville de Loches qu'elle a perdu. Elle n'était plus en capacité d'assumer le transport sur notre territoire. Et en plus, les coûts de l'essence étaient tellement prohibitifs qu'elle n'arrivait plus à l'équilibre sur son budget. Nous avons mis un système en place dit d'urgence pour satisfaire le service minimum. Sinon, il n'y avait plus rien du tout. Donc c'est un service minimum. L'appel d'offres pour un nouveau marché a été lancé. Il sera effectif à la rentrée du 1er septembre, si une société répond à ce besoin. Je rappelle que ce ne sont pas des employés de la ville qui font tourner ce bus, c'est une société extérieure. Là encore une fois, pour la ville d'Amboise, c'est un budget à 180 000 € par an pour une ligne de bus. Donc, est-ce que la ville de 13 000 habitants peut assumer plusieurs lignes de bus? Je ne le crois pas. Par contre, remettre cette ligne de bus, voir comment on peut adapter un certain nombre d'arrêts et d'horaires, ça c'était notre volonté. C'est notre volonté, elle sera effective pour le 1er septembre. Nous arrivons à notre dernière question d'un de nos viewers. Pourquoi vous représentez, vous, alors que les membres de l'opposition ont démissionné, ainsi qu'une partie de vos colistiers? J'ai été élu pour 3 ans. Que les membres de l'opposition qui se sont entendus avec quelques membres de la majorité, qui je pense voulaient prendre la place de maire, c'est leur problème. Moi, déontologiquement, avec mon équipe, c'est-à-dire aujourd'hui 17 autres personnes, nous avons fait le choix de tenir le gouvernail du navire. Nous l'avons tenu, nous avons fait avancer la ville. Je ne vois pas pourquoi je quitterai la ville d'Amboise que j'aime énormément et pour laquelle je donne toute mon énergie. Donc il y a les coups politiques et puis il y a aimer sa ville. Nous aimons notre ville, nous voulons continuer dans la dynamique que nous avons lancée. Il y a beaucoup de travail à récupérer, il y a beaucoup de retard qui a été pris. Maintenant, les Amboisiens et les Amboisiennes feront leur choix, soit le retour en arrière, soit continuer à avancer. Très bien. Merci Monsieur Boutard, bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous.